Bonjour à toutes et à tous et merci de votre participation à ce webinaire. Ce webinaire qui va porter sur les isolants biosourcés dans les parois en bois. Alors quand on parle de parois en bois, on a à la fois les murs ossature bois et les façades à ossature bois avec, pour ceux qui connaissent, des montants qui sont tous les 60 centimètres et entre ces montants, on peut positionner des isolants. Voilà à quoi ça ressemble. Donc à ce jour, les référentiels qui sont les NFDTU 31.2 pour les murs à ossature bois et 31.4 pour les façades à ossature bois ne couvrent que l'utilisation des laines minérales, c'est-à-dire laine de verre et laine de roche. Malgré tout, la réglementation environnementale nous pousse finalement à utiliser de plus en plus de matériaux biosourcés. Le bois étant déjà un matériau sourcé, ça a du sens effectivement d'intégrer dans ces parois d'autres isolants biosourcés qui peuvent être la fibre de bois, la ouate de cellulose, la paille, et on va voir dans ce webinaire qu'il y a tout un panel d'isolants qui peuvent être intégrés dans les parois ossature bois. Donc aujourd'hui, en traditionnalité, DTU 31.2, 31.4, il y a les laines de verre et les laines de roche. La commission du DTU 31.2 tend aujourd'hui à intégrer les isolants en fibre de bois dans le DTU 31.2. On va en reparler tout à l'heure. Donc on parle d'isolants biosourcés. Donc que veut dire le terme biosourcé? Ça désigne une matière issue de la biomasse végétale ou animale qui peuvent être utilisés comme produits, matériaux de construction dans les bâtiments. Donc ça, c'est une définition qui est définie par l'arrêté du 19 décembre 2012. Donc dans les isolants, on va voir, il y a tout un panel de matériaux distincts. Ça va du chanvre, au coton recyclé, le lin. Il y a des matériaux mixtes qui vont intégrer du chanvre, du coton et du lin. Et puis sur la partie animale, la laine de mouton, le béton de chanvre qui est également un matériau isolant qu'on va détailler un petit peu, le liège, etc. Donc il y a tout un panel. On parle aussi de la paille de riz, de la paille de blé, de la fibre de bois, de la ouate de cellulose. Voilà, tout un panel d'isolants qu'on va pouvoir intégrer dans ces parois à ossature bois qui ont une vocation d'isolation thermique. Donc la plupart de ces matériaux sont par nature biodégradables et majoritairement hydrophiles. Donc nécessairement, il va falloir avoir une attention sur le risque d'humidification et donc l'exposition à l'humidité de ces isolants. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de développement fongique. Donc certains produits, et ça on va pouvoir en reparler, ont quand même une petite dose de fongicide qui va permettre de limiter le risque de développement fongique dans ces isolants. Une attention à l'exposition aux intempéries en phase chantier. La phase chantier, le contrôleur technique le sait bien, les entreprises aussi, c'est une phase critique. C'est-à-dire qu'on est dans une phase intermédiaire où on n'a pas une protection définitive et donc on a un risque d'exposition aux intempéries. Donc on verra qu'il y a des documents qui permettent de répondre à ces risques chantiers. Et la plupart de ces isolants sont inflammables et doivent donc être éloignés des points de chaleur. On pense en particulier aux conduits de cheminée, aux poêles à bois, aux spots encastrés où effectivement il y a un risque d'élévation de température. Donc il y a des mesures qui sont prises et qui sont la plupart du temps détaillées dans les avis techniques. Et on voit les deux solutions qui sont reportées sur les figures de droite, c'est-à-dire la mise en place de capots qui permettent de maintenir à distance l'isolant inflammable, ou d'un doublage directement qui permettent de faire passer les réseaux et donc de protéger, d'éloigner l'isolant qui est inflammable. Donc, on l'a déjà évoqué, il y a peu d'isolants traditionnels à ce jour. Quand on dit traditionnel, c'est des isolants qui sont déjà intégrés dans les DTU. Donc, pour pallier à ça, il y a d'autres évaluations qui ont été mises en place. Les règles professionnelles, on va le développer un petit peu, par exemple la paille, qui est sous règles professionnelles reconnues, les avis techniques ou les appréciations techniques d'expérimentation. Donc, on va distinguer dans ces évaluations différents modes de mise en œuvre. L'isolant peut être positionné entre les montants d'ossature.
il peut également être positionné en isolation par l'intérieur ou en isolation par l'extérieur de la paroi. En extérieur, ça peut être soit une surisolation extérieure, soit un système DTX. Ce qu'on appelle DTX, c'est les enduits sur isolants, qui sont également évalués. Donc différentes mises en œuvre, mais également différentes formes de matériaux. On va avoir des isolants souples, en panneau ou en rouleau, des isolants semi-rigides en panneau ou en rouleau, et c'est ces isolants semi-rigides qui sont reconnus aujourd'hui dans les DTU, donc 31.1, 31.2, 31.2, 31.4, pardon. Des isolants rigides en panneau, des isolants en vrac, soufflés ou insufflés, en remplissage de cavités, et des isolants appliqués en projection humide, type flocage. Donc il y a 3 petites illustrations en partie droite, le soufflage, l'insufflation et le flocage, qui sont des mises en œuvre différentes. Donc j'ai mis cette diapositive parce qu'il y a souvent une confusion quand on parle de fibres de bois. Donc les isolants en fibres de bois sont à distinguer des isolants en laine de bois. Donc vous avez là les 2 photos. Sur la gauche, la laine de bois, qui est un produit isolant thermique WW, donc Wood Wool, et qui relève de la norme 13168. Et il y a une marque connue qui est Fibralite de Knauf. Et puis à droite, vous avez ces isolants en fibre de bois, Wood Fiber, qui effectivement relève de la norme 13171. Donc il y a souvent une confusion sur ces dénominations de laine de bois et fibre de bois dans les isolants, dans les isolants qui sont utilisés pour les parois ossature bois. Ça va être les isolants en fibre de bois, ce qu'il y a sur l'image de droite, type Pavatex, Steico, qui sont des produits évalés. Et donc cet isolant en fibre de bois va la plupart du temps être intégré entre les montants d'ossature. Donc, de quoi se compose cet isolant en fibre de bois? C'est un défibrage de chute de bois. Il y a plusieurs avis techniques qui couvrent l'emploi prévu, donc une distinction entre mur et comble. Des conditions d'emploi qui s'appuient sur le cahier 3728 du CSTB. Il y a plusieurs cahiers qui abordent cette question de la mise en œuvre des isolants biosourcés dans les parois. La prochaine version du DTU 31.2, qui est en cours de finalisation, devrait intégrer ces isolants en fibre de bois dans les parois. Et donc, sa composition, c'est 90% de fibres de bois, environ 8% de fibres thermofusibles, en fait, le liant qui va permettre d'agglomérer les fibres, et puis moins de 2% d'un traitement anticryptogamique, c'est-à-dire un traitement fongicide pour éviter le développement de moisissures et de champignons. Ce traitement, il est intégré dans la plupart des avis techniques, des produits sous avis techniques. Il permet d'obtenir une résistance au développement fongique en répondant aux exigences des tests de résistance selon l'annexe A du cahier 3713 du CSTB. Donc, selon le référentiel DTU 31.2, le pare-pluie rigide qui peut être positionné côté extérieur ne peut pas avoir un cumul de fonctions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser ce pare-pluie rigide qui est positionné côté extérieur de la paroi comme un complément d'isolation extérieure, tout simplement parce qu'on est limité en termes d'épaisseur de matériaux. Donc cette limitation, elle est inférieure ou égale à 20 mm pour les panneaux MDF, donc fibre de bois RWH, et à 35 mm pour les panneaux SBH ou SBE. Donc on a des natures de panneaux qui sont un petit peu différents pour cette fonction de complément d'isolation par l'extérieur et de pare-pluie rigide. Vous avez des illustrations à droite, donc l'isolant en partie haute et puis le panneau pare-pluie rigide en partie droite. En partie basse, pardon. Donc les isolants en ouate de cellulose. Donc on a différents types de matériaux. Les images de droite illustrent ces différents modes d'application, des soufflages entre solives sur l'image haute, et puis des isolants semi-rigides qui peuvent être intégrés entre les montants d'ossature. Cette ouate de cellulose, elle est issue du broyage de papier recyclé. Il
il y a un DTU qui couvre, c'est le DTU 45.11, qui couvre l'isolation thermique de combles par soufflage d'isolant en vrac. Donc c'est ce qu'on voit sur l'image en partie haute. Et dans ce cas-là, effectivement, la ouate de cellulose soufflée est intégrée dans le DTU 4511. Pour toutes les autres applications, mur à ossature bois, plancher, on a des avis techniques qui couvrent leurs utilisations et leur domaine d'emploi. Concernant le chanvre, donc principalement, alors on ne parle pas du béton de chanvre, on parle du chanvre en fibre qui va être positionné entre les montants. Principalement issu de la partie fibreuse de la tige de chanvre, dépourvue de chaîne vote, c'est la partie rigide de la tige, sous la forme de panneaux semi-rigides la plupart du temps. Éventuellement, on peut les trouver en rouleau et en vrac, mais on va avoir besoin de cette semi-rigidité pour avoir un isolant qui est maintenu tout au long de la vie de l'ouvrage. La plupart des isolants à base de chanvre intègrent également d'autres fibres, comme du lin oléagineux ou du coton. Et donc, on est aussi sur un isolant qui a une sensibilité à l'humidité. Et donc, il va falloir le protéger contre l'exposition à l'humidité et contre les risques d'incendie également. Donc là, j'ai répertorié en date du 17 septembre les différents produits qui sont évalués. Donc les évaluations type avis technique sont disponibles sur le site du CSTB, le site d'évaluation du CSTB. Donc là, vous pouvez voir que les isolants en comble, en panneaux pour les combles, il y a 6 avis techniques. Les isolants en vrac dans les combles, il y a 3 avis techniques. Les isolants en mur, en panneaux, on retrouve également 6 avis techniques. Et puis les murs en vrac, fibres végétales, aujourd'hui, il n'y a pas d'avis technique évalué. Donc la dernière ligne, ça concerne la ouate de cellulose pour les murs en vrac. Et donc on va retrouver 7 avis techniques. On voit qu'il y a un peu plus d'évaluation qui cible justement ces isolants en ouate de cellulose. Là, on va aborder le sujet de la paille. Donc la paille a une particularité, c'est qu'il y a des règles professionnelles qui ont été acceptées par la C2P pour justement cette utilisation en isolant entre montants. Donc on est déjà à la 3e édition de ces règles professionnelles qui datent de 2012 et qui doivent être disponibles sur le site du RFCP, c'est le réseau français de construction en paille. Ces règles professionnelles visent la paille de blé, des bâtiments à faible et moyenne hygrométrie, mais ça d'une manière générale dans la construction bois, la quasi-totalité des référentiels ne visent que les bâtiments à faible ou moyenne hygrométrie, c'est-à-dire que les bâtiments à forte ou très forte hygrométrie, comme les piscines, il y aura une attention particulière parce que la plupart des référentiels ne visent pas ces locaux à forte ou très forte hygrométrie. Des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol, ça traite de l'isolation et nécessite la conformité de la structure au DTU 31.2 et à l'Eurocode 5 pour le dimensionnement. La paille porteuse n'est pas exclue. Alors aujourd'hui, ça c'est le domaine d'application de ces règles professionnelles qui sont aujourd'hui valides. Il y a un groupe de travail qui est actuellement en train de travailler pour étendre ce domaine d'application et justement viser certains de ces points-là. À noter que la paille ne fait l'objet d'aucun traitement fongicide, donc un risque accru en termes de sensibilité à l'humidité. Donc la phase chantier est d'autant plus importante en termes de contrôle et de protection. Donc les caractéristiques essentielles de la paille pour l'utilisation en construction, ça va être l'orientation des fibres, la teneur en eau de la paille et la masse volumique. Tout ça, ça a une incidence sur le comportement et sur la performance de la paroi. Donc les fournisseurs des bottes de paille pour la construction respectent le cahier des charges défini dans les règles professionnelles et en particulier en annexe, on va avoir effectivement toutes les prescriptions, annexe A1, que doivent respecter les fabricants. Donc vous avez 2 illustrations de caissons. Donc la plupart du temps, on a effectivement ces caissons préfabriqués en usine,
c'est-à-dire que la paille est positionnée dans les parois en usine, les caissons sont fermés, protégés et envoyés sur chantier. Donc voilà une illustration. Donc photo de gauche, c'est ce dont je vous parle, c'est-à-dire ces caissons fermés, la paille est à l'intérieur, et on évite effectivement d'avoir cette photo de droite où les panneaux sont directement, l'isolant est directement exposé à l'humidité, et forcément en cas d'intempérie, ça pose un gros problème. Il y a un document que vous pouvez télécharger qui est disponible sur le site du Codifab, qui s'appelle Construction bois et gestion de l'humidité en phase chantier. Vous voyez en haut à droite de l'écran la présentation de ce document. Donc c'est un document qui reprend un petit peu toutes les prescriptions et puis qui donne des solutions de protection aux intempéries pour la construction bois. Voilà, parce qu'on sait effectivement que cette phase chantier, c'est une phase à risque. Autant pour les isolants biosourcés que pour les éléments en bois et les panneaux eux-mêmes. Donc depuis 2012, de plus en plus de bâtiments sont construits avec une isolation en paille, principalement des bâtiments de petite dimension, mais on commence à voir de plus en plus des gymnases ou des bâtiments, des groupes scolaires avec effectivement une isolation en paille. Il y a eu il y a quelques années une alerte AQC justement sur l'attention et les points de vigilance à avoir sur ces matériaux biosourcés, dont la paille. Et les points de vigilance, ça va être dans le cadre d'un projet de vérifier la compétence des acteurs et en particulier s'ils ont une formation, une qualification dispensée par ProPaille. Donc c'est une formation de quelques jours qui permet de confirmer que l'entreprise a les dispositions pour mettre en œuvre cet isolant en paille suivant les règles professionnelles. La protection aux intempéries, on en a parlé. Les autocontrôles, donc on a un relevé d'humidité qui se fait de la paille, qui se fait tout au long de la fabrication. En amont, au niveau de l'atelier, au niveau du transport, au niveau de la réception et de la mise en œuvre. Donc il y a un suivi continu avec, donc vous avez l'illustration en partie haute de l'image d'un testeur d'humidité qui permet d'aller relever le taux d'humidité à l'intérieur des bottes de paille. Et puis la protection contre l'incendie qui reste également en phase de construction un point de vigilance. Donc les règles professionnelles définissent le taux d'humidité de la paille qui doit être inférieur ou égal à 20%. Au-delà, on a un risque de développement fongique. La conformité de l'ossature au DTU 31.2 et un dimensionnement suivant l'Eurocode 5. On va éloigner du sol les parois bois, mais également donc l'isolant, avec cette garde au sol de 20 cm pour éviter les risques d'humidification par rejaillissement en partie extérieure. Le revêtement de bardage ventilé de préférence, c'est-à-dire qu'on va avoir une lame d'air ventilée côté extérieur de la paroi qui va permettre une évacuation de l'humidité en cas d'infiltration. C'est ce qu'on ne va pas retrouver, par exemple, quand on a un système DTX, puisque l'isolant va être positionné côté extérieur et qu'on aura directement l'enduit sur cet isolant. La membrane par vapeur est, elle, positionnée côté intérieur de la paroi et elle va permettre de limiter la migration de vapeur d'eau dans la paroi. Attention à l'intégration des réseaux. On réalise en règle générale ce qu'on appelle un vide technique, c'est-à-dire un vide qui va permettre le passage des réseaux sans avoir à passer les gaines dans les isolants. Et puis les points de contrôle classiques des ossatures bois, l'étanchéité des menuiseries, le pare-vapeur, l'étanchéité à l'air, l'hygrométrie et la ventilation. Alors un sujet qu'on retrouve assez régulièrement, comme les bottes de paille font au moins 30 cm suivant les règles professionnelles, on a un élancement des montants, donc vous le voyez avec la flèche positionnée en partie haute sur la photo, un élancement des montants qui est défini par le DTU 31.2, qui nous dit cet élancement, c'est-à-dire le rapport entre la largeur et l'épaisseur du montant,
est limité à 10 pour le lami-bois, c'est ce que vous avez, c'est les montants que vous avez, c'est une sorte de contreplaqué structural, le lami-bois. Et si vous avez des montants d'ossature en bois massif ou en bois lamellé collé, vous avez cet élancement, donc ce rapport entre la largeur et l'épaisseur qui est maximum de 6. Donc à titre d'exemple, vous avez des sections en partie basse, un 45-270 pour du bois massif. Tout simplement pourquoi? C'est-à-dire que pour éviter d'avoir des déformations et puis un comportement anormal de la structure de la paroi. Là, on va parler, donc on a parlé tout à l'heure du chanvre, là c'est le béton de chanvre, donc qui est également couvert par des règles professionnelles de juin 2024, accepté également par la Commission de prévention produits. Donc l'isolation de parois verticales, c'est-à-dire murs, doublage et cloisons, en béton de chanvre. Donc contrairement à ce qu'on peut penser quand on entend béton de chanvre, ce n'est pas un matériau qui est porteur. C'est un matériau qui est isolant et qui ne participe pas au contreventement. Donc on va l'intégrer dans une paroi qui est elle-même porteuse. Et encore une fois, on limite aux locaux à faible et moyenne hygrométrie. Donc, la plupart du temps, ce béton de chanvre va être intégré au niveau d'une ossature bois. L'ossature bois peut être noyée partiellement ou totalement. D'une manière générale, ce qu'on va garantir, c'est que la construction va avoir ce qu'on appelle un bon chapeau et de bonnes bottes, c'est-à-dire un toit qui joue son rôle correctement, et puis un soubassement qui va permettre d'éviter les remontées capillaires au niveau du sol. Donc on retrouve cette cote de 20 cm en partie basse, et on a toujours cette garde au sol de 20 cm qui permet de garantir qu'on n'aura pas de remontée capillaire et de projection d'humidité en partie basse du mur. Donc voilà l'illustration des deux méthodes, c'est-à-dire qu'on a côté gauche une ossature bois qui est enrobée ou au nu, suivant le DTU 31.2 ou 31.4, et puis sur la photo de droite, le principe de pan de bois, c'est-à-dire qu'on a des pièces qui sont un peu plus massives, et puis un isolant en béton de chanvre qui est positionné en partie intermédiaire de ces pans de bois. Donc les pans de bois qui relèvent du DTU 31.1. Donc forcément, on aura une attention particulière sur ces pièces de bois qui sont noyées dans l'isolant. Vous avez vu que c'était en projection humide, ça veut dire qu'on va apporter un peu d'humidité. Cet isolant va apporter un peu d'humidité, donc on va faire en sorte de garantir que les pièces de bois ne soient pas dégradées par cette humidité. Donc on va retrouver dans ces règles professionnelles ce tableau qui donne en fonction de la zone climatique et de l'exposition, donc de la hauteur de l'ouvrage, les classes d'emploi des pièces de bois utilisées. Donc on va de la classe 2 pour une zone climatique modérée à une classe 3A pour une zone exposée et un bâtiment qui sera plus haut. Donc à quoi correspond cette classe d'emploi? C'est finalement la durabilité, ça va être la capacité du bois à résister aux attaques de champignons et d'insectes. Donc de préférence, par exemple, pour les pans de bois, on aura tendance à s'orienter plutôt vers du chêne. Historiquement, c'est ce qu'on utilisait, parce qu'effectivement, on a une exposition qui est plus importante. Donc les points de vigilance, ça va être la protection des ouvrages connexes, c'est-à-dire l'ossature bois, les structures au moment du coulage du béton de chanvre. Donc cet apport d'humidité, on va garantir l'évacuation de l'humidité. Adapter les matériaux de finition intérieure et extérieure au support béton de chanvre, donc les matériaux ouverts à la diffusion de vapeur d'eau pour l'évacuation de l'humidité. Le choix de la période de mise en œuvre en tenant compte du séchage du béton de chanvre et l'élaboration d'un planning prenant en compte les temps de séchage et bien sûr une ventilation des locaux qui va permettre d'évacuer cette humidité. Donc des illustrations de l'état de finition finalement de ce béton de chanvre que vous avez sur les photos de droite. L'humidité, donc la disposition
les dispositions constructives, la température, protection aux intempéries, et puis les essences de bois, on en a parlé. Un enrobage suffisant des éléments, et puis une homogénéité des surfaces qu'on peut retrouver en illustration sur les photos de droite. Donc voilà des retours d'expérience, donc des collements de peinture, des moisissures qui sont causées par un enduit extérieur qui est étanche à la vapeur d'eau, et donc une humidité qui n'est pas en capacité de s'évacuer vers l'extérieur. Des développements, deuxième photo, hein, des développements de moisissures avec des infiltrations d'eau de pluie sur un mur existant, et puis des micro-fissures avec un taux d'humidité des bois et un défaut d'enrobage, donc un retrait finalement des pièces de bois qui va engendrer une fissuration sur l'enduit. Donc on reprend les points de vigilance: protection aux intempéries, relevé des taux d'humidité avant, pendant et après, l'exposition aux intempéries donc en phase chantier et dans la vie de l'ouvrage. Et puis, en isolation par l'extérieur, on s'orientera de préférence vers des isolants hydrophobes. Vis-à-vis de la sécurité incendie, la protection au feu en phase chantier, en particulier les chalumeaux, et dans la vie de l'ouvrage, des écrans thermiques, et puis, on l'a évoqué tout à l'heure, les spots encastrés et les conduits de cheminée, avec une distance minimale à respecter. Et on va retrouver dans l'annexe nationale de la partie feu de l'Eurocode 5 des prescriptions spécifiques pour les isolants biosourcés, en particulier vis-à-vis de la réaction au feu, de la masse volumique minimale à respecter pour l'efficacité de l'écran de protection. Voilà, donc j'ai remis ce document-là qui est le guide bois et propagation du feu en façade, qui est disponible également sur le site du Codifab. Et qui définit des prescriptions particulières quand il y a un isolant biosourcé vis-à-vis de la protection au feu. Et donc, il y a 2 cas qui sont envisagés: un revêtement de bardage classé BS3D0 en réaction au feu, ou un cas numéro 2 avec un revêtement qui présente des caractéristiques en termes de réaction au feu, un déflecteur renforcé. Le déflecteur va permettre d'éloigner les flammes de la façade, le traitement des baies pour éviter l'intégration des flammes dans les parois, et puis une protection qui doit être assurée par le doublage intérieur seul à l'intérieur de la construction. Si on ne répond pas à ces 2 cas-là, l'isolant de remplissage doit avoir une réaction au feu à minima A2 S3D0, ce qui est souvent compliqué pour un isolant biosourcé. Donc ça, tout ce document, vous pouvez l'avoir sur le site du Codifab, et les prescriptions sont tout à fait détaillées à l'intérieur de ce document, qui a une valeur d'appréciation de laboratoire. En conclusion, donc les matériaux biosourcés constituent une réponse aux objectifs environnementaux qui sont définis par la réglementation environnementale. La prescription et la mise en œuvre des matériaux nécessitent des précautions particulières que j'ai détaillées juste avant. Et les produits évalués sont de plus en plus nombreux. Donc effectivement, on sent que ça bouge, il y a de plus en plus d'évaluations. Il y a des règles professionnelles pour lesquelles le domaine d'emploi s'étoffe d'année en année, de plus en plus de règles professionnelles, et puis des matériaux biosourcés qui s'intègrent petit à petit dans les DTU. Donc on sent que ça continue de bouger. Différents projets, études, essais actuellement menés par les filières vont permettre de répondre à certaines incertitudes qui persistent aujourd'hui, avec par exemple le projet POP 2030 pour les ouvrages en paille, et puis l'intégration en traditionnalité de certaines familles, c'est ce qu'on a évoqué pour les isolants en fibre de bois. Merci de votre attention. Merci Mathieu pour la présentation. Alors, on a 2 questions qui sont déjà arrivées dans le chat. Alors la première de Bertrand: y a-t-il une possibilité d'utiliser des enduits à la chaux pour laisser l'humidité migrer dans les parois? Alors, oui, on se rend compte que les retours d'expérience sur les enduits sont pas toujours très bons, justement par rapport à l'exposition à l'humidité. On aura tendance à positionner ces enduits à la chaux en limitant l'exposition. Ça peut être quoi? Ça peut être une avancée de toit, par exemple, qui va protéger la façade,
et éviter l'humidification. Sinon, positionner côté intérieur. Après, ça amène également d'autres problématiques vis-à-vis de la protection au feu, vis-à-vis du passage des réseaux, etc. Donc, on a pas mal de questions soulevées par rapport à l'utilisation de ces enduits-là. Merci Mathieu. Une deuxième question de Virginie. Est-ce que vous pouvez revenir sur la diapo 23 où l'on voit un mur en pisé effondré? C'est l'histoire de ce mur qui m'intéresse. Merci. Ah, alors, c'est une photo qui vient de l'AQC, donc j'ai pas tout le contexte. Simplement, c'est une illustration de ce mur qui rappelle quand même la conformité nécessaire au DTU. Je fais un petit peu le parallèle avec les isolants en paille où rapidement on a tendance à utiliser les prescriptions des règles professionnelles vis-à-vis de la solidité. Or, la solidité, elle est assurée par d'autres référentiels que sont l'Eurocode 5 et le DTU 31.2. Donc, il ne faut pas oublier que tous ces systèmes constructifs, ils ont quand même différents référentiels qui portent soit sur la solidité, soit sur la sécurité incendie, soit sur l'intégration des isolants, etc. Donc, on a une multitude de référentiels qui sont croisés. Et effectivement, faut pas oublier d'intégrer ces différentes prescriptions. Après, j'ai pas exactement moi le détail de cette image qui est une image qui a été publiée dans les retours d'expérience de l'AQC. Virginie a complété sa question. Elle demande quel type d'isolant choisir pour ce type de mur en terre crue. Alors, est-ce qu'on parle d'isolant? Alors, est-ce que c'est un isolant par l'intérieur ou un isolant par l'extérieur? Comme ça, il faudrait vraiment l'adapter en fonction du contexte et puis du bâtiment, du contexte. Sans avoir le contexte, j'aurais du mal à donner une réponse définitive en fait sur cette solution-là. Elle précisait par l'intérieur, mais Par l'intérieur. Il peut y avoir différentes solutions. Ce qu'il faut, c'est effectivement garantir qu'on ait la possibilité d'évacuer l'humidité par l'extérieur et puis ralentir. Donc, la mise en place d'un pare-vapeur côté intérieur permet de limiter un petit peu la migration de vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur. Après, ce qu'on voit quand même sur la photo, c'est qu'il y a une descente d'eau pluviale pas très loin. Il y a pas d'avancée de toit, donc on est vraiment en pleine exposition là, sur ces maçonneries. Comme je disais tout à l'heure, on essaye de protéger vis-à-vis des intempéries ces systèmes constructifs. je pense que ça rejoint la question de Fabien, rejoint celle de Virginie. Bonjour, je constate que les parois en terre crue avec ossature bois n'ont pas été évoquées. Existe-t-il un isolant spécifique à prévoir pour ce type de mise en œuvre intérieure? Alors, ouais, là, j'ai pas vraiment. On est un peu à cheval en fait sur différentes techniques. La terre crue, elle est en général dissociée des systèmes constructifs ossature bois. Donc, on s'éloigne un tout petit peu du sujet. Mais effectivement, là, j'ai pas de prescription particulière sur l'isolation par l'intérieur de ces parois. Alors, on a une question de Bertrand. Sachant que la doctrine bois est totalement en cours de réécriture, est-ce que les préconisations sur la protection au feu respectent le futur arrêté IOME 23 17 364-ERP bois, projet 2? Question très technique. Alors, effectivement, pour contextualiser un petit peu, il y a des modifications aujourd'hui qui sont en cours sur la protection au feu, ou plutôt la prise en compte de l'intégration des éléments biosourcés inflammables dans les constructions en bois. Ça veut dire quoi? Que toute la réglementation va évoluer en conséquence. Aujourd'hui, les textes ne sont pas publiés. Les prescriptions qui sont envisagées, justement, mettent en évidence le lien direct entre la réaction au feu des matériaux et le risque associé. C'est-à-dire que par typologie d'ouvrage, on va avoir des prescriptions particulières
ce sera notamment la réaction au feu qui va permettre d'établir le curseur. C'est pour ça que c'est ce qu'on voit un petit peu dans la diapo que j'expose. Et après, c'est également lié au risque associé au bâtiment, c'est-à-dire qu'un bâtiment de 28 mètres, un bâtiment d'habitation, ça va pas être la même chose qu'un bâtiment de bureau avec des règlements adaptés en conséquence. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. Je l'ai pas sous les yeux, donc Oui, je pense. J'ai une autre question de Damien. Tous les exemples de cloisonnement présentés disposent-ils des PV à fournir lors de construction de bâtiments en ERP de première à quatrième catégorie? Est-ce que tu peux répéter la question? Tous les exemples de cloisonnement présentés disposent-ils des PV à fournir aux contrôleurs techniques lors de construction de bâtiments en ERP de première à quatrième catégorie? D'accord, donc encore une question très précise qui vise la sécurité incendie. Alors, j'ai pas spécifiquement présenté de cloisonnement. En règle générale, là, on va parler finalement des plaques qui sont en mesure d'assurer une fonction d'écran thermique. C'est-à-dire qu'on a les isolants qui sont positionnés derrière, pardon, et on a en partie avant, finalement la façade exposée, la partie exposée au feu, qui va permettre de protéger l'isolant positionné côté extérieur. Donc c'est ce que je disais, il y a en gros deux référentiels. Soit il y a des PV qui permettent de répondre à ce sujet-là, l'appréciation de laboratoire qui est à l'écran, qui donne des dispositions spécifiques en cas d'utilisation d'isolants biosourcés, donc vis-à-vis de ces écrans, et du risque de propagation du feu en façade. Et il y a l'annexe nationale de la partie feu de l'Eurocode 5 qui donne également des prescriptions sur la capacité de cette fonction écran thermique vis-à-vis de la protection des isolants. Alors, une nouvelle question de Jean-Philippe. Bonjour, comment évolue la paille dans le temps? Y a-t-il des tassements? Alors, c'est une bonne question. Effectivement, la paille va être positionnée, comme on l'a vu sur l'illustration, dans des caissons. Ces caissons sont positionnés en mur. Et donc, d'une manière générale, ce qu'on vérifie, c'est que l'isolant est en capacité d'éviter justement le fluage et le tassement. C'est pour ça qu'on va demander des isolants semi-rigides, classiquement donc pour la fibre de bois, pour la laine de verre ou la laine de roche. Et pour la paille, on est sur des bottes de paille qui sont comprimées. Et la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est que on positionne les bottes de paille dans les caissons, un peu à force, et qu'on va couper les liens. Donc elles vont finalement se desserrer un tout petit peu, mais on est quand même sur une paille qui est relativement dense. Donc il n'y a pas de risque particulier. Si la pose est faite correctement au niveau des caissons, pas de risque particulier de tassement sur les bottes de paille. Une autre question sur la paille. Les règles pro-paille représentent systématiquement la mise en œuvre d'un doublage intérieur avec un vide technique. Est-il envisageable de remplir ce vide avec un isolant hydrophobe type laine de roche? Alors oui, tout à fait. Effectivement, la laine de roche, justement, est en capacité également d'assurer une protection au feu. Donc c'est un bon complément, par exemple, à un écran thermique positionné côté intérieur. Donc oui, ça tout à fait, on peut intégrer dans le vide technique un isolant type laine de roche. Merci Mathieu. Et il me semble que nous avons traité l'ensemble des questions. On va peut-être attendre 2 minutes, voir si de nouvelles questions arrivent. Comme je vous le disais en début de présentation, donc cette présentation, ce PowerPoint vous sera envoyé par mail et vous aurez accès aussi au replay de ce webinaire. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à prendre contact avec nous. On sera très heureux de pouvoir vous accompagner.
Du coup, je ne vois pas de nouvelles questions arriver, Mathieu. Donc, je pense que nous allons pouvoir clôturer ce webinaire. Merci beaucoup pour ta présentation. Je vous souhaite à tous Merci à vous. une bonne journée, un bon déjeuner. Bonne Merci. journée, au revoir. Au revoir.